2, 1. Bien, bonjour. Alors, suite aux différents reportages que l'on a fait sur Port-au-Revoir, et on a parlé en particulier de la Première Guerre mondiale, et bien aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents partis d'uniformes ou autres, c'est normal, qui ont fait que la guerre 14-18 s'est poursuivie assez longtemps et a fait évidemment beaucoup de morts. D'ailleurs, cet après-midi, avec l'équipe, nous allons faire un petit reportage sur le monument mort et les cimetières en ville. Alors, ici, tout le matériel que vous voyez, c'est du matériel authentique de ma collection, que j'ai, elle a plus de 55 ans d'âge de collection. J'ai énormément de matériel. Et j'ai voulu, à travers ces objets, voir un peu la progression des uniformes. Je ne peux pas amener les mannequins, mais on va voir les parties de l'uniforme. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les Français. C'est normal. Bien qu'il n'y ait pas eu de Français ici sur Port-au-Revoir, mais les premiers combats, fin août, ont eu lieu à la sortie à Bellonville. Donc les Français étaient là-bas. Alors comment étaient-ils habillés au début de la guerre ? Eh bien, il faut savoir qu'on avait à peine fini la guerre de 1870, que quelques dizaines d'années après, malheureusement, on allait avoir la guerre en 1914. Donc à la mobilisation, fin août 14, les Français étaient habillés avec le képi que voici. Alors, dans le matériel, je vais vous donner des chiffres des années. Par exemple, c'est un modèle 1884. Le matériel militaire, avant d'être donné aux troupes, à l'armée, il est expérimenté et il est adopté lorsqu'il est conforme à ce qu'on veut en faire. Donc voilà le képi. Alors déjà, caractéristique du képi, c'est sa couleur. La couleur rouge, rouge écarlate, avec un petit bandeau bleu foncé. Devant ici, vous avez le chiffre du régiment. Celui-là, il est blanc parce que c'est l'infanterie territoriale. Alors, il est évident que ce képi se voyait de très loin. Le pantalon était rouge aussi. La capote était bleue, un bleu marine. Par la suite, vous allez voir quelle couleur elle va évoluer quand même. Donc vous voyez en gros ce qu'on appelait communément le piou-piou, le soldat français partir à la guerre habillé avec ce beau képi bien voyant, le pantalon rouge, la capote bleu marine et la fleur au fusil. Évidemment, lors des premiers combats, on s'est aperçu que le képi ne protégeait pas la tête. C'est évident. Il était plutôt là pour faire un peu plus joli, puis quand même avoir une coiffure. Donc, les états-majors français se sont posé la question, est-ce qu'il faut remplacer le képi pour protéger au moins la tête de nos soldats ? Donc, il y a des études qui ont été menées, et vous savez comme moi que les études sont longues avant d'adopter quelque chose. Donc, entre-temps, on avait trouvé une solution de rechange. On a inventé ce qu'on appelle la cervelière. Vous voyez, c'est une calotte en fer, sans aucune protection pour le crâne, en tôle. Il y a deux petits trous sur le côté pour mettre un lacet, et ça se mettait sous le képi. Mais vous voyez comme moi, c'est circulaire. Notre anatomie du crâne n'est pas circulaire. Donc, et il y avait quand même 3 tailles différentes. Mais ça leur faisait mal, évidemment. Il y a un peu d'acier qui coupe. Donc, finalement, ils l'ont très peu utilisé, malgré les ordres qu'on les obligeait à le mettre. Et bien souvent, ça servait, la façon dont je le tiens, vous allez trouver, ça servait sur le bord de la tranchée à mettre les cartouches. Alors, lorsqu'on fait des fouilles, par exemple avec l'INRAP, l'Institut national de fouilles préventives, et qu'on trouve sur les lieux de combat, parfois on trouve des piles de calottes comme ça, qui sont abandonnées. Et il est très rare de les trouver en très bon état, parce qu'évidemment,
depuis l'ancienneté, hein, fin 14, début 15, plutôt celle-ci. Bon, voilà, ça a été. Donc, on appelle ça une cervelière. Cerveau, cervelière. Donc, ça a été une protection passe-partout, en attendant de mourir. Donc, finalement, pendant ce temps-là, on travaillait et on a dit, pourquoi pas créer un casque. Donc, en 1915, vous allez voir pourquoi cette date est importante, le casque, on l'appelle Adrian. C'était un ingénieur qui a créé à l'époque des baraquements en tôle, hein, pour protéger les soldats. Il y a encore une vingtaine d'années, il y en avait encore ici, on va en voir quelques-unes. Et il a créé le fameux casque Adrian, que voilà. Voilà sa forme. Hein. Alors il est en 3 parties, on a la coiffe, le cimier, et la visière, et la lutière. Alors quand même à l'intérieur, vous avez une coiffe en cuir, qui est réglable pour la hauteur, hein, et vous avez une jugulaire pour passer ici sous le menton. Il existait en 4 tailles, hein, et devant, vous avez l'insigne. Alors, la plupart, c'est la grenade, c'est l'infanterie. Chaque sorte de subdivision d'armes avait son insigne propre. L'infanterie, c'est une grenade, hein, on appelle ça une grenade. C'est la même grenade qui a été reprise par la suite comme insigne pour la gendarmerie et la Légion aussi, mais la différence, ce sont les flammes sur le côté. Donc ici, vous avez un casque qui n'est pas courant du tout. C'est le casque ici de l'intendance militaire. Alors vous voyez, l'insigne est très particulier. L'artillerie, ce sont des canons croisés. Le génie, c'est une cuirasse. Le service santé, je n'ai pas amené, hein, c'est un capucé, comme les médecins ils ont, les infirmiers, etc., etc. Alors vous voyez que la couleur, elle varie. Hein, elle varie du bleu clair au bleu foncé. Ils n'ont pas été repeints. Hein. Et là, vous avez un casque qui, pour moi, est assez exceptionnel, puisqu'il s'agit d'un casque d'un général, 2 étoiles, hein, bien qu'il y en ait eu pas mal, mais c'est pas courant de sortir un casque. Donc, il était de l'infanterie. Hein. Vous voyez sa jugulaire, pour le différencier des corps de troupes, sa jugulaire est tressée, et l'intérieur est quand même mieux fini. Comme quoi que les généraux étaient au combat avec le casque aussi. Donc c'est un général de brigade avec les étoiles. Alors il faut savoir que dans le domaine du matériel militaire, essentiellement tout ce qui est uniforme et casque, il y a depuis une quinzaine d'années beaucoup de copies, y compris les casques. Tout le matériel se copie est fait forcément en Chine, hein, et arrive sur le marché. Bon, tous ces objets, j'aborde pas le sujet, mais ça a une valeur. Donc, mais quand on est collectionneur depuis de nombreuses années, on arrive à détecter le faux du vrai. Ça se voit tout seul. Donc voilà pour l'armée française. Donc ce casque-là, Adrian, modèle 1915, va faire toute la durée de la guerre. Il sera repris pour la Deuxième Guerre mondiale sous la même forme, sauf qu'il va être d'une seule pièce. Il n'y aura plus de visière, il sera moulé, parce qu'on va inventer les presses, mais ça sera ce casque-là en 40 aussi. Mais en 40, ça sera la couleur kaki, on dit moutarde. Voilà. Donc voilà ici pour le truc. On va passer chez, on va dire le mot, chez notre ennemi, hein, le soldat allemand, qui est venu ici dans notre commune pendant toute la durée de la guerre. Alors eux, ils sont arrivés début 14 avec le fameux casque à pointe. Alors là, à ce sujet, il y a plein d'anecdotes. Hein. Alors ça, c'est un modèle 1895. Alors vous voyez que les parties sont dorées. Ici, vous avez l'aigle allemand doré. De chaque côté, vous avez des cocardes. Celle-ci, à droite, est aux couleurs de l'Empire allemand. Hein, la couleur des Allemands, le rouge, le blanc et le noir, ça n'a pas changé. Et de l'autre côté, vous avez les couleurs des provinces. Chaque province avait un insigne particulier, hein, etc. Donc ce casque, il est en cuir bouilli, on dit carton, mais c'est en cuir.
Pourquoi il est aussi rutilant? Les Allemands aimaient bien le prestige. Hein, ils sortaient aussi de la guerre de 70, qui, entre parenthèses, l'ont un petit peu gagné. Donc, ils ont voulu arriver sur notre France avec cette coiffe sur la tête. Début de la guerre 14. Mais évidemment, ça brillait, hein, de loin, ça se voyait. Donc, ils ont quand même eu le souci du camouflage. Et en 1915, tous les casques sont plus ternes, vous voyez, hein, ils sont presque cette fameuse couleur allemande, un vert de gris, hein, on appelle, et on retrouve toujours les cocardes, hein, différentes, l'aigle, la bombe, la coiffe à l'intérieur, etc. Donc là, 1915, vous voyez la différence, etc. Et en plus, je ne vais pas amener ici, certains régiments avaient une coiffe. Donc on commence à avoir le souci du camouflage. Ça commence. Bon, nous, en bleu horizon, ça passait à peu près bien. Hein. Alors voilà. Donc, pareil, la protection vis-à-vis des éclats d'obus, des balles ou autres, était quasiment nulle. Donc, ils ont dit, on va faire quelque chose. Et, rappelez-vous, 1915. 1915, ils ont toujours le casque à pointe. Donc, on est un peu chauvin. L'armée française est en avance, pour une fois. Et ils ne vont pas en rester là. Donc, en 1916, ils vont adopter le fameux casque allemand, qui est connu partout. Hein. C'est le Stahlhelm 1916, voilà le casque allemand. Alors, son surnom, dans les anciens, on appelait ça le casque à boulon. Hein. Vous voyez qu'il a deux petites protubérances en fer qui vont servir à quelque chose, vous allez voir après. Alors celui-ci est particulier parce qu'il est camouflé. Ils n'étaient pas tous camouflés, hein. Ils étaient comme celui-là derrière, il était un vert doré. Alors concernant le camouflage du casque allemand, ce camouflage était réalisé en grande partie par les soldats sur place, dans les tranchées. On leur avait imposé 3 couleurs, hein, si vous voyez bien. Il y a du vert, il y a du jaune et il y a du marron. Et les couleurs sont entrecoupées par un filet noir. On leur donnait des pots de peinture, un semblant de modèle. C'est pour ça que lorsqu'on collectionne, moi j'en ai 3 un peu différents, c'est jamais le même camouflage. C'est l'imagination du personnage. Voilà. Donc ce casque entièrement en acier, on va dire, avec une coiffe à l'intérieur de 3 pouces, à l'intérieur 3. Et derrière, dans chaque patte en cuir, vous avez un coussin qui est rempli de crin de cheval. Ce qui fait que ça fait amortisseur à la tête. Il protégeait mieux que le casque français. Il était plus enveloppant. Mais il avait un défaut surtout, c'est que lors des bombardements, le son arrivait par-dessous et certains étaient sourds. Le son tournait, le son des bombardements, les ondes. Donc voilà. Mais la photo traditionnelle pendant la guerre, après, en 1916, c'est le casque allemand. Tout le monde avait un casque comme ça. D'ailleurs, sur le document qu'on a passé il y a quelques jours, si on peut en voir, on voit les soldats allemands qui remontent ici. Ils ont tous ce casque-là. Alors, on va finir avec un casque allemand. Là devant, vous l'avez filmé de toute façon. Il faut que je prenne, c'est mieux. Alors, ils sont un peu brillants parce que je mets un peu d'huile dessus parce que ça roule. Alors voilà un casque qui est, on ne va pas dire rare. Le mot rare n'existe pas dans la collection. Disons qu'il n'est pas courant. Parce que c'est un casque d'infirmier. Pas de médecin, d'infirmier. Un vrai, parce que là il y a des copies partout. Donc vous voyez qu'il a la croix rouge de neutralité. Alors il l'a devant et il l'a sur le dessus. Alors pourquoi sur le dessus? Eh bien c'est pour l'aviation. Hein, il y a les conventions de Genève, on n'a pas le droit de bombarder et tirer sur des services santé, aussi bien ennemis qu'amis, mais sous réserve. Donc voilà ce casque, toujours la même chose, avec les coussins à l'intérieur, la jugulaire, et celui-là a la particularité d'être affecté au nom d'un régiment. Hein, en peinture blanche, c'est caractéristique.
C'est très intéressant pour les collectionneurs parce qu'on arrive à remonter l'histoire du casque. Je ne dis pas le nom du propriétaire. Hein. Donc voilà le casque d'infirmier. Alors, il a toujours ces deux protubérances de chaque côté. Alors justement, on va en venir à quoi servait. Ils ont deux fonctions. Ils sont troués vers l'intérieur. Et bien ça servait à la transpiration. Hein, ça sort un petit peu. Alors, j'ai oublié de vous mentionner, pour la transpiration, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, celui-là, ce casque à pointe, comme celui-là, dans le domaine des collectionneurs, on appelle ça la cocotte minute. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, ici, vous avez une petite trappe, là, qui s'abaisse. Ça, je ne sais pas si elle s'abaisse. Et il y a un trou pour l'évacuation de la sueur, de la transpiration. Alors, au sujet du casque à pointe, j'ai oublié, la pointe, hein, beaucoup d'anecdotes ont couru sur cette pointe, que les Allemands avaient fait cette pointe-là pour ça permettait de charger les Français. Non, c'est un signe distinctif, parce que l'infanterie a cette pointe, l'artillerie c'est une boule, un boulet, les lanciers c'est plat, etc. Alors on va continuer sur le casque allemand avec ces fameux deux petits tétons. Alors c'est très lourd. Et bien ces deux tétons servaient à fixer une plaque de blindage qui est là. C'est très très lourd. Vous voyez, elle s'accroche sur les côtés avec une sangle. Et ça servait pour les guetteurs de tranchées. Parce que le guetteur doit sortir la tête pour observer. Donc il était protégé des balles ennemies quand on tirait dessus. C'est très épais, très lourd, et ça a été employé pas rarement, mais parce que ça déséquilibre. Vous le mettez sur la tête, ça fait ça. Hein. Et cette plaque était. Alors voilà le casque 1916 de Stellen. Hein, j'ai dit tout à l'heure la couleur gris, vert de gris. Elle est un peu brillante parce que je les ai huilés pour pas que ça roule. Donc celui-ci est équipé de la fameuse plaque de tranchée, hein, qui était destinée aux guetteurs. Donc c'est une plaque en acier très lourde, hein, qui se met sur les petits tétons, qui est tenue à l'arrière par une espèce de courroie en cuir. Et quand ils avaient ça sur la tête, ça leur permettait d'observer en dehors des tranchées. Et s'ils prenaient un coup d'une balle ordinaire, ça entamait, ça leur donnait un choc, mais ça ne perçait pas. Et cette plaque était complétée par une cuirasse. J'en ai deux différences. C'est une cuirasse ici qui protège tout le thorax, et en bas il y a 3 volets. Mais bon, vu le poids, il n'y en a pas beaucoup qui la mettaient. Donc voilà l'évolution du casque allemand. Alors je vous ai amené ici pour faire une comparaison avec ce fameux casque. Alors, vous voyez qu'on sort totalement la différence par cette forme. Hein. Donc ça, c'est un casque, il peut être à la fois anglais et américain. Bon, si on chipote, il y a des petites variantes. Bon, là, il n'y a pas la coiffe intérieure. Ben, vous voyez la photo bien souvent des Américains en 1918. Ils sont équipés de là, et les Anglais aussi. Hein. On l'appelle, nous, le surnom des collectionneurs, on appelle ça un plat à barbe. Voilà le casque anglais et américain. Donc là, j'en ai terminé sur les coiffures. On a vu l'évolution, hein, des Français. Alors nous allons poursuivre. On a vu l'évolution sur les équipements. Nous allons voir ici le bidon français qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est un bidon en tôle à l'intérieur, recouverte pour le souci de camouflage, de drap, hein, le même tissu que la capote qui m'envoie. Bon, celui-là est vétus, mais il a fait sa guerre. Alors vous voyez qu'il y a 2 goulots différents. Ici, il y a le goulot de remplissage. Hein, et là, il y a le petit goulot pour verser en petite quantité. Et je vous ai mis ici avec le quart. Et le petit quart français qui était destiné à prendre la ration de café, de
gnôle, parce qu'ils buvaient de la goutte, hein, pourquoi pas le vin. En dedans, il y avait de l'eau, mais bien souvent, c'était le vin. Alors le surnom du vin pendant la guerre 14 est resté dans les demeures, on appelait ça le pinard. Voilà. Alors, 1,5 litre, hein, dedans. Alors, j'ai eu des anecdotes à ce sujet, parce que pour augmenter la capacité, le français est quelqu'un de débrouillard, un peu tricheur aussi. Hein. Bon. Ben, pour augmenter la capacité, eh ben, parfois, certains mettaient dans l'eau à germer du blé. Ce qui fait que quand il germait, ça faisait gonfler le bidon. Et quand ils passaient au remplissage, eh ben, ils avaient la valeur de 1,5 quart en plus. Voilà une anecdote qui m'a été donnée il y a très longtemps par un ancien. Donc voilà le bidon qu'accompagnaient les soldats français. Alors on va faire le parallèle. Parallèlement, ben, voilà la gourde allemande de 14. Hein, elle est quand même plus petite que le bidon, la gourde française. Alors, les méchantes langues disent que le français buvait beaucoup, mais il faut savoir que les Allemands avaient parfois 2 bidons. Donc, ils buvaient autant que les Français. Alors, voilà la gourde allemande. Alors, je vous ai apporté ici une petite boîte qui est assez curieuse. Alors, ça, c'est une ration de chocolat de l'armée française. Et les inscriptions que vous voyez, c'est marqué « Vivre de réserve, à n'ouvrir que sur ordre ». Donc ça, c'était dans le sac à dos. Dedans, il y avait un chocolat qui était entamé, et il ne l'ouvrait que sur ordre, lorsqu'il n'avait plus rien d'autre à manger. Alors inutile de vous dire qu'il n'attendait pas d'avoir l'ordre. On les trouve... J'en ai jamais trouvé avec la ration dedans. Hein. Voilà, donc sa peinture a disparu, pareil, couleur bleu horizon comme les casques, donc c'est une ration de 250 grammes. Alors, ici je vous ai amené la trousse à couture du soldat, du poilu, hein, voilà sa petite trousse à couture. Il est évident qu'il fallait qu'il fasse le nécessaire tout seul, hein. Donc vous avez, celle-ci est relativement complète, ça fait plaisir. Il y a la couleur du fil, vous voyez encore, bleu horizon, la bobine. Il y a des boutons, il y a des aiguilles, il y a des galons de rechange. Et là, il y a un petit objet que l'on appelle une patience. C'est du buis, la matière. Et ici, on mettait les morceaux de fil de couleur qu'on avait besoin. Et quand on dévisse, là, vous dévissez, et là, vous avez ce qu'on appelle une haleine, pour faire des trous dans le cuir, dans un objet. Donc voilà, ça s'appelle une patience. Et chaque militaire avait cette trousse à outils, avait cette boîte de rations. Alors dedans, il y a j'avais dit des boutons, il y a un insigne. Donc chaque militaire avait ça. Il faut savoir que pour le soldat français, tout était transporté dans le sac à dos, hein, qu'on appelle un as de carreau, parce qu'il fallait être un as pour pouvoir le faire. Je ne l'ai pas amené, c'est un grand cadre en bois recouvert de toile avec des bretelles. L'équipement complet du militaire habillé de notre poilu national de A à Z avec les munitions et tout, ça approchait les 37-40 kilos. Parce que dans le sac, il y avait les chaussettes de rechange, il y avait un caleçon, il y avait les munitions, il y avait à manger, il y avait tout dedans. C'était la maison transportable. Début de guerre, 14, début 15, il montait à l'assaut avec le sac à dos. Alors vous voyez le handicap, donc on s'est quand même aperçu à temps que lorsqu'il y avait des assauts à faire, il fallait laisser les sacs à dos. Donc on laissait les sacs à l'arrière, ils étaient nominatifs. Le problème est que lorsqu'on va à l'assaut et qu'on progresse, on avance, et si tout se passe bien, on avance beaucoup. Le soir ou le lendemain, le sac à dos, pas là. Hein, la brosse à dents, pas là. Et puis parfois, malheureusement, ceux qui sont tués, les sacs à dos, ils sont restés. Donc par la suite, ils ont inventé un système de récupération de sacs. Voilà.
Donc la trousse à couture, etc. Ah, un petit truc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fabrications locales. J'ai dit tout à l'heure que les Français, très très ingénieux, les Allemands aussi. Et ça, c'est un objet relativement rare. Alors vous allez voir pourquoi. Et bien ça, à partir de 1915, début 16, il y a eu beaucoup d'obus à gaz qui ont été lancés sur les tranchées, sur les soldats. Hein. Donc je n'ai pas amené les masques, hein. Pareil, le masque à gaz, il a évolué petit à petit. Au début, il n'y avait pas de masque. Hein. C'était un simple tampon comme le masque qu'on porte maintenant. Là. Et bien dedans, les poilus astucieux avaient remarqué que les grillons, il y avait parfois des grillons, étaient sensibles au gaz, donc ils récupéraient des grillons, ils les enfermaient dedans, là, je ne vais pas forcer, et ils les mettaient sur le bord de la tranchée. Alors il est dit dans certains bouquins que lorsque les grillons commençaient à chanter, c'est que le gaz arrivait. Mais je pense surtout, c'est lorsque les grillons étaient morts, c'est que le gaz était présent. Hein, parce qu'il était plus ou moins détectable, le fameux gaz qu'on appelait à l'époque l'hypérite. Enfin, il y a plusieurs sortes. Donc voilà une boîte à grillons. Hein, il y en a différents modèles, mais celle-ci a l'avantage d'avoir été faite à partir d'un morceau de bois, un vulgaire grillage, et puis un petit crochet pour le suspendre. Voilà. Pendant qu'on parle des gaz, comment alerter que les gaz arrivent? Ça faisait des nuages épais, hein, comme du brouillard. Donc il y avait dans les tranchées des guetteurs qui s'étaient spécialisés pour les alertes au gaz. Ils tapaient sur un casque et bien souvent ils récupéraient des doubles d'obus vides qu'ils débrouillaient et avec un bâton. Et par exemple, les Anglais eux avaient inventé ce qu'on appelle une crécelle. Alors je ne sais pas si vous avez connu ou vous avez entendu parler dans l'ancien temps, les enfants de chœur du village passaient dans les rues avec une petite crécelle en bois, on en voit en jouer encore à Dunkerque, et ils faisaient du bruit et on ouvrait la porte, on leur donnait des œufs, etc. Bon là, c'est pas des œufs, et celle-ci est très intéressante parce qu'elle est datée de 1918 et elle est marquée au nom d'un régiment. Alors je vais vous la faire écouter, vous allez voir qu'elle fonctionne encore. C'est impressionnant le bruit que ça fait. Hein? Donc là, le poilu qui dort dans sa cagna, ou l'anglais, il est réveillé. Ah voilà, et vous voyez, pourtant, le bois est vermoulu et ça fonctionne toujours. Donc ça s'appelle une crécelle d'alerte au gaz. Alors on va arriver au dernier objet qui certainement m'intéresse le plus. On a parlé que les destructions de Beaurevoir étaient sujets à l'artillerie, au bombardement, des canons qui envoient des projectiles qu'on appelle un obus. Alors les obus, je vous ai amené quelques trucs, on va en parler après. Il y a plusieurs sortes d'obus. Il y a les obus explosifs, ce qui fait que quand ils arrivent au sol ou à une petite hauteur, ça explose. Et là, en explosant, ça fait quoi? L'obus est complètement déchiqueté et ça provoque des petits éclats qu'on trouve dans les jardins encore, on trouve dans la nature, et ça vous fauche les hommes. Après, vous avez les obus, je viens d'en parler, à gaz. On appelle ça les obus chimiques. Et vous avez les fameux obus à billes de plomb, que voici. Que lorsqu'on a le temps d'aller se promener dans les champs et qu'il a plu et que c'est lavé, on voit des petites billes de plomb, que voici. Alors, dans un obus, là je vous ai amené un obus anglais, dans un obus, il y a entre 360 et 380 billes de plomb. Alors, on parlait hier de la pollution des sols, et vous voyez, quand il y a des milliers d'obus qui tombent, parce qu'un obus ne tombe pas seul, il y en a plein, et les plombs qui sont dispersés, eh ben, le sol était quand même atteint. Alors, l'obus, c'est quoi? Alors je tiens à préciser tout de suite, parce qu'on sait que la vidéo va être regardée par beaucoup de morts,
monde, pour les esprits chagrins, ce sont des munitions vides, il n'y a aucun danger, hein. Ça a été trouvé sur le sol, et on les reconstitue petit à petit. Tout est vide, il n'y a rien qui fonctionne. Donc un projectile d'artillerie est composé de deux choses. Voilà comment se présente un projectile d'artillerie. Vous avez la douille, qui est en cuivre, qui contient une charge de poudre. Les Anglais, c'était des sachets ou des bâtons de poudre. Et vous avez l'obus proprement dit, avec sa fusée. Donc lorsqu'on ouvre la culasse du canon, on met tout ça dedans, on ferme la culasse, et on a un cordon pour un percuteur, qui lui vient percuter l'amorce ici de la douille. Tout ça, ça se passe à l'intérieur du canon, de la culasse. Cette amorce produit une petite flamme qui, elle, va enflammer toute la charge de poudre qu'il y a dedans et qui va faire sortir du canon l'obus. Et grâce aux rayures, alors à quoi voit-on qu'il a été tiré? Ici, vous avez une bague en cuivre qui est hachurée, ça prouve qu'elle est passée dans les rayures du canon pour pouvoir imprimer à l'obus une force centrifuge et lui donner de la précision. Si on avait un canon lisse, comme les fusils de chasse classiques, donc voilà l'obus. Alors une fois qu'il est tiré, il s'en va dans la nature, c'est calculé, les distances et tout, c'est très complexe l'artillerie, hein, aussi bien française, allemande, américaine, anglaise. Et cette fusée, elle, à un moment, il y a tout un système dedans, vous allez le voir ici, c'est très compliqué à expliquer, et va fonctionner et va produire une flamme qui va aller dans le fond de l'obus et qui va faire la charge, va détonner et va projeter en avant de l'obus toutes les billes de plomb. Les billes de plomb dans un obus à shrapnel sortent par l'avant. Je dis tout le temps, lorsque je fais des explications, c'est comme une cartouche de chasse. Quand vous allez à la chasse, vous tirez votre cartouche, vous trouvez l'étui, il est en carton, en plastique maintenant. Tout ça, l'obus n'éclate pas. C'est pour ça qu'on retrouve sur le terrain ces corps-là, que quand on est dans le domaine du déminage, on appelle ça un cafut. Et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il est tiré. Alors, fut une époque, ils étaient récupérés pour les vendre aux ferrailleurs. Maintenant, ils n'ont plus le droit de le prendre. Mais parfois, on trouve les obus, la bague en cuivre n'y est plus. Parce qu'il y a des petits malins qui l'enlèvent pour la vendre en tant que métaux précieux. Alors, je vous ai fait ici une coupe reconstituée de l'intérieur d'un obus. Hein, lorsqu'on le regarde, on dirait vraiment l'obus, quoi. Donc, je vous ai fait la coupe complète. Tout à l'heure, quand on aura fini la vidéo, vous pourrez approcher et voir les mécanismes. Donc, vous voyez, il y a la fusée, hein, qui a de la poudre. La flamme de la fusée descend ici. Ça, là, c'est du charbon. Normalement, c'est de la poudre noire. Elle descend dans le tube. Dans le fond, vous avez une boîte. C'est la charge de dépotage. Celle-ci détonne. Et vous avez une rondelle en fer. Et la rondelle en fer, elle pousse toutes les billes à l'extérieur de l'obus. Et elle diffuse toutes ces billes-là dans un rayon de 50-80 mètres, à ras du sol ou un petit peu à hauteur. Donc lorsqu'on l'artillerie se met en œuvre, un obus tombe là, donc, si vous êtes au milieu, ben, malheureusement, vous n'êtes plus de ce monde. Donc voilà. J'en profite concernant les munitions. On dit toujours de ne pas y toucher. Malheureusement, il y en a encore, beaucoup moins qu'avant. Et j'en profite pour saluer le courage des mineurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux en France, on n'en parle jamais, mais ils font un travail extraordinaire de récupération. Il y arrive rarement des accidents, mais il y en a eu quelques-uns il y a quelques années, et parce que ces munitions-là, lorsqu'elles éclatent,
C'est fait pour tuer, hein. Ça pardonne pas. Bon, parallèlement aux obus, il y a les grenades, les munitions, les mines, etc. Vous voyez que c'est un assortiment incroyable. Dans le sol, il y en a beaucoup. Alors, on va terminer avec la récompense. Quelques décorations, je vous ai emmené. Bon, il y en a énormément, j'ai un panneau, il y en a plus de 150, je ne l'ai pas amené. Donc, la décoration la plus classique française, c'est la croix de guerre. D'ailleurs, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est que la ville de Beaurevoir a eu la croix de guerre. On voit là-bas sur le panneau, avec une citation. Alors voilà, alors ces décorations-là, elles ont débuté en 15, et chaque année, la croix de guerre est marquée d'une année différente. 14-15, 14-16, 14-17 et 14-18. Alors, la décoration de 14-17, 1914-1917, elle a été remise beaucoup, fin 17, aux Américains. On leur mettait la croix de guerre française. Hein, voilà. Tous les poilus qui ont participé à la guerre l'ont eu. Tous. D'ailleurs, dans les greniers de nos arrière-grands-pères, les diplômes sont dans un cadre, et bien souvent les médailles y figurent. Et la deuxième décoration, celle-ci elle est en triste état, mais j'en ai pas, c'est la médaille commémorative de la guerre 14 française. Hein, ça aussi, non. Voilà deux médailles que les militaires, les poilus, 14 l'avaient. Bon, là, une médaille, ils ne l'ont pas tous eu, c'est la fameuse médaille militaire. Hein, qui ne l'ont pas tous eu, malheureusement, alors qu'ils méritaient largement. Alors, parallèlement à ça, il a bien fallu parler de la décoration allemande. Hein. Alors, il n'y a rien d'outrageant en 14-18, il n'y a pas de signe ostentatoire, hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une décoration comme la croix de combattant. Voilà la croix de fer allemande avec les couleurs noir et blanc, et elle est marquée 1914. Vous voyez, tout simple. Là, c'est pareil. Les soldats qui avaient fini la guerre, ils l'avaient tous, etc. Bon, l'entretien prend fin, et vous ne couperez pas. Parce que... Alors là, je vous amène un tout petit objet qui est à peine perceptible. Hein, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. C'est une Jeanne d'Arc, une petite Jeanne d'Arc en fonte. Alors les poilus de 14 se rattachaient à quelque chose hein, dans les tranchées. Et bien souvent, Jeanne d'Arc a été prise comme modèle pour la protéger, pour les protéger. Avec la Sainte Vierge, mais la Jeanne d'Arc. Donc elle était dans un petit étui en fer que j'ai amené, et tous avaient une petite Jeanne d'Arc. Certains, quand on trouve des uniformes, on est bien à regarder à l'intérieur, certains l'ont cousu à l'intérieur de la doublure, près du cœur, pour protéger. Voilà la petite Jeanne d'Arc. Bon, voilà le matériel. Concernant la Première Guerre mondiale, il est évident qu'on pourrait parler des heures de tout ça, mais bon, on a dégrossi quand même l'histoire. Alors je voudrais faire un petit commentaire, pendant que vous êtes là, qui va passer sur... Alors là, je suis obligé de lire, parce que je l'ai lu. Alors je voudrais remercier Monsieur le maire de Beaurevoir, Monsieur Christian Laban, pour m'avoir permis de m'exprimer sur les divers sujets du site de Beaurevoir. Je remercie également toute l'équipe de jeunes ici présente qui ont travaillé avec ardeur, effectué un travail de qualité durant ces quelques jours. Je vous remercie. Les différents sujets abordés sont le fait de longues recherches, sans cesse renouvelées, permettant ainsi de faire connaître l'immense patrimoine de notre cité aux belles Lovisiennes et aux belles Lovisiens. Je voudrais également m'adresser aux lecteurs de ce site de prendre contact avec moi ou avec la mairie afin de récolter toute anecdote, document relative à Jeanne d'Arc, à la Première Guerre mondiale, aux personnages célèbres, et j'en passe. En particulier, je cherche à savoir pourquoi M. Brice, le maire de l'époque,
à gérer les affaires de la commune de Saint-Chamond. Pourquoi est-il parti là-bas? J'aimerais bien savoir. Et je cherche aussi également de savoir quelle est la maison natale de Gabriel Hanoteau. On m'a donné un renseignement, mais si d'autres personnes, on fera des recoupages. La mémoire du passé est aussi importante que le présent, afin de transmettre les connaissances aux nouvelles générations. Ma qualité de passeur de mémoire et gréteur ne peut exister sans l'aide de toutes les personnes, Bellovidiens, Bellovisiennes. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous lorsque la conjoncture sanitaire reviendra pour des randonnées historiques sur Beaurevoir et les environs.